Devant le grand jury de RFM ce dimanche, Gaël Babacar Mbaye, membre de plusieurs organisations de la société civile, dont le REVOCAP, le réseau des volontaires communautaires en appui au personnel de santé dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Elle est l'invitée de Babacar Fall. Beaucoup de questions. Les jeunes face à l'épidémie, pourquoi les messages ne passent pas, la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement, l'économie post-Covid-19, l'Afrique et la démocratie, Mali, Côte d'Ivoire, Guinée, Mauritanie, Sénégal et plusieurs autres sujets. Participez à l'émission via nos réseaux sociaux. Gaël Babacar Mbaye, membre de la société civile, face à Babacar Fall, le grand jury, dimanche 11h05 sur RFM, la radio de toute l'actualité. Ce nouveau numéro du grand jury de RFM, le premier de la nouvelle année musulmane 1442 Hijr. Divinité à tous. Les jeunes prennent la parole dans votre émission cette semaine. Bonjour Gaël Babacar Mbaye. Bonjour Babacar, avec votre permission, je souhaiterais affirmer toute la fierté qui m'anime d'être l'invité de ce grand jury. Je vous en remercie infiniment parce que vous avez innové cette fois-ci en donnant la parole aux jeunes à travers ma voix. Je pense être la plus jeune invitée de l'histoire de cette émission et je trouve que dans un pays où la population est extrêmement jeune, avec un âge médian de 18 ans, je trouve que c'est une avancée considérable que notre voix soit entendue à travers les ondes de la RFM dans le Sénégal et le reste du monde. J'aimerais aussi adresser mes meilleurs vœux de santé à l'égard des victimes de cette pandémie du Covid-19, mais également présenter mes condoléances à l'égard des familles éplorées et aussi féliciter et encourager le personnel sanitaire. À vos auditeurs et téléspectateurs, je renouvelle mes salutations en rendant un vibrant hommage à mes camarades dans les organisations dans lesquelles je milite. Oui, jeune militante, jeune membre de la société civile, vous avez 20 ans. 21 ans dans quelques jours. Vous êtes titulaire d'une licence en droit public, d'un certificat de maîtrise des droits des femmes et des filles par le Young African Leaders Initiative. Vos combats genre et vos combats pour la promotion du leadership des jeunes et des femmes, on y reviendra au cours de cette émission, des batailles que vous menez avec vos camarades en dehors même parfois du territoire sénégalais, notamment sur le continent africain. Ça aussi on le verra. Vous appartenez, vous avez dit, membre de plusieurs organisations. Vous appartenez par exemple au REVOCAP, le réseau des volontaires communautaires en appui au personnel de santé, un réseau qui a vu le jour après l'apparition sur le sol sénégalais de cette maladie à coronavirus. Qu'est-ce qui a été à l'origine de l'idée de création d'une telle organisation, le REVOCAP? Alors, le REVOCAP, réseau des volontaires communautaires en appui au personnel de santé, a vu le jour le 23 mars 2020 et regroupe 400 volontaires appartenant à plusieurs organisations de la société civile, à des partis politiques qui aujourd'hui sont galvanisés par une fibre patriotique et citoyenne, qui aujourd'hui se sont mis au service de la nation, se sont mis au service de la communauté, parce que quand même, il faut le dire, c'est des gens qui sont engagés, qui aujourd'hui se demandent tous les matins quel est l'impact que je pourrais produire vis-à-vis de ma communauté. Et c'est cet ensemble de facteurs qu'aujourd'hui qui font le REVOCAP de manière générale. Ce réseau a été initié par ces jeunes, comme je l'ai dit tout de suite, et nous avons pour mission aujourd'hui de participer à l'éradication en quelque sorte de cette pandémie de Covid-19, à la sensibilisation, mais aussi à la prévention. Et pour ce faire, nous avons 4 pôles. Nous avons un pôle scientifique qui, à la tête, nous avons le professeur Seydi, avec d'autres médecins qui aujourd'hui sont des spécialistes en la matière, des virologues. Nous avons également un pôle communication qui aujourd'hui, suite aux productions d'idées qui ont été faites par ces derniers, se chargera en quelque sorte de vulgariser ces messages à travers plusieurs canaux, à travers la presse, à travers les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, pour en quelque sorte essayer de faire relayer toutes ces idées. S'agissant du pôle sensibilisation, nous sommes beaucoup plus sur le terrain. Nous sommes dans la sensibilisation, dans la prévention,
dans la désinfection de certains quartiers vulnérables. Et nous avons fait comme bilan, nous avons eu à visiter les sites du quartier Baraka à Liberté 6, nous avons été à Cité Bissap, nous avons été à Sangalkam, nous avons fait pas mal de lieux. Nous avons également été, lorsqu'il y a eu la levée du transport au niveau du beau maraîcher à Pikine, pour faire en quelque sorte une séance de sensibilisation et de distribution de kits sanitaires. Oui, un petit bilan donc de vos actions, l'évaluation que vous faites aujourd'hui. Est-ce que les messages que vous avez véhiculés, ces messages sont passés 5 sur 5 ? Alors, il ne faudrait pas se voiler la face. Le RevoCap est juste un appui, une contribution citoyenne. Donc, à mon avis, nous sommes en quelque sorte en train de contribuer à l'effort qui est en train d'être fait par nos autorités étatiques, par le chef de l'État, par les acteurs, par nos virologues, par les médecins. Et aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on se voile la face sur un bon nombre de choses. Il y a eu pas mal de révoltes de la part des Sénégalais. Nous avons d'abord eu une révolte religieuse. Ça s'est passé à Kaolack, à Yoff-Layène. On se souvient des émeutes. Le même scénario s'est passé à Touba. On a également eu une révolte de la part des jeunes qui aujourd'hui vivaient dans certains quartiers, qui sont dans la promiscuité. Et aujourd'hui, au-delà de cette révolte également, il y a eu une révolte de la part de certains scientifiques, de certains intellectuels qui se posaient la question à savoir, quand il y a eu les mesures d'état d'urgence, est-ce que le virus ne circulait que la nuit? Parce qu'on ouvrait les marchés, les transports, rien ne circulait. Finalement, il y avait plusieurs questions qui étaient sur la table. Et quand même, je peux dire que le RevoCap a quand même beaucoup contribué à faire passer tous ces messages de nos spécialistes, de nos médecins également, de nos autorités étatiques. Le message, ils ne sont pas passés auprès de tout le monde. À la pointe de cette lutte contre la propagation du virus, il y a donc votre organisation, le RevoCap, à sa tête, il y a beaucoup de jeunes. Vous êtes l'une des locomotives de ce réseau. Et c'est ça le paradoxe. Une partie de la jeunesse qui lutte contre la progression de cette maladie, une autre partie qui ne respecte pas les recommandations sanitaires. Comment vous analysez cela ? Babacar, à mon avis, nous n'avons pas une jeunesse indisciplinée. Très franchement, et je suis très mal placée quand même pour juger de cela. Mais je puis dire qu'aujourd'hui, nos autorités, nos acteurs, les relais communautaires doivent travailler à aujourd'hui inculquer à nos jeunes certaines valeurs, telles que la citoyenneté, telles que le civisme. Parce que nous sommes arrivés à un stade où il faudrait quand même repenser à toutes ces valeurs qui aujourd'hui doivent être la locomotive de certaines actions de nos jeunes. Ils ne sont pas indisciplinés. À mon avis, les religieux, surtout, doivent aller dans ce sens parce que quand même, ils sont très écoutés. Que chacun puisse jouer son rôle pour éduquer ces jeunes. Ouais. De façon globale, ces mesures ne sont pas appliquées sans stigmatiser les jeunes. On peut dire la population sénégalaise dans sa globalité. On remarque qu'une bonne frange ne respecte pas les recommandations sanitaires. Vous savez, le coronavirus a été un choc inhabituel dans la communauté internationale, notamment au Sénégal. Nous avons certes nos réalités socioculturelles, mais à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. À mon avis, les Sénégalais doivent être conscients sur un bon nombre de choses. Il va falloir retravailler la communication du point de vue étatique, que chaque acteur puisse jouer son rôle, que ce soit les religieux, que ce soit les relais communautaires, que chacun puisse être au sein de sa communauté le ministre de la Santé, que chacun au sein de sa maison puisse être le gardien du temple. Parce que nous sommes arrivés à un stade où quand même les responsabilités individuelles font les responsabilités collectives. Il nous faudrait que chacun puisse être conscient d'être la principale source de propagation de ce virus, de cette pandémie de Covid-19. Et comment évaluer aujourd'hui la gestion de cette épidémie au Sénégal par les autorités? Vous l'avez souligné tantôt. Est-ce qu'aujourd'hui, ces autorités sénégalaises, elles ont vraiment bien travaillé dans la riposte sanitaire? On a remarqué que l'État a cédé à parler des manifestations, de toutes sortes de pressions. L'État a cédé à ces pressions-là. Vous concédez aux autorités vous leur concédez d'avoir cédé, que c'était normal, ou il fallait maintenir la rigueur qu'il faut pour endiguer cette maladie? Alors, je pense que le chef de l'État est bien entouré
de personnes qui aujourd'hui ont quand même un certain bagage intellectuel, qui ont quand même toutes les compétences et les expériences requises pour décider quand même de cette situation de Covid-19. Par contre, en tant que citoyenne, je puis donner quand même mon mot. Le chef de l'État a quand même beaucoup cédé à la pression. À un moment donné, l'État doit assumer sa souveraineté. L'État doit assumer sa puissance publique. Il y a eu certes des révoltes, il y a eu quand même cette envie peut-être de sortir, parce qu'on ne va pas se voiler la face, dans certains quartiers, ils vivent dans la promiscuité. Et les jeunes n'avaient pas cette habitude aujourd'hui de rentrer à la maison à 20h et de se coucher, de se lever à 6h du matin. Donc, c'est des habitudes qu'aujourd'hui, il fallait travailler là-dessus, avoir une communication, parler avec ces jeunes. Parce que quand même, ils sont à la source de toutes ces révoltes également. Il faut aller à Touba, c'est ces jeunes qui aujourd'hui ont brûlé des ambulances dans un pays qui est hyper endetté, dans un pays qui n'a pas encore perçu le bout du tunnel de l'émergence. À mon avis, il faudrait encore rediscuter avec ces gens et que l'État du Sénégal également puisse repenser à d'autres politiques publiques. Il y a eu 1000 milliards qui ont été déboursés de budget. Est-ce qu'il fallait combattre une pandémie ou une famine? Mystère et boule de gomme. On voit 60 milliards qui ont été déboursés pour la santé. Donc finalement, plusieurs questions se posent. Et ces rassemblements qui vont arriver dans quelques jours dans des villes religieuses? Nous n'avons pas la prétention de dire s'il faut tenir le Magal, le Gamou ou pas. Parce que la même situation, le même scénario s'est passé à la Mecque, et je pense que les acteurs, les autorités avaient quand même trouvé des solutions. Le chef de l'État, l'État du Sénégal, principal garant de notre sécurité, notamment sanitaire, je pense qu'ils prendront les mesures nécessaires avec les organisateurs pour aujourd'hui faire face quand même à cette pandémie de Covid à Touba, à Tivaouane. Et maintenant, l'après-épidémie, que pensez-vous du plan de relance économique que prépare le gouvernement sénégalais? Les jeunes, ils sont impactés. L'État doit penser à eux, et comment, pour qu'ils ne continuent pas de pâtir de cette maladie à coronavirus, au-delà des impacts sanitaires. Au-delà des conséquences sociales, il y a quand même des perspectives économiques qui sont peu reluisantes. Comment faudra-t-il faire davantage pour que les jeunes ne sombrent pas économiquement? Alors, Babacar, nous sommes arrivés à un stade où il faudrait assumer nos responsabilités et accepter nos échecs. Juste pour faire une analyse plus holistique, aller au-delà même du Sénégal, l'Afrique de manière générale, qui regorge de 250 millions de jeunes âgés d'entre 15 et 24 ans. Ça sera à nos dirigeants politiques maintenant de prendre cette couche de la population, en faire soit une menace ou une opportunité. Nous avons pas mal de défis aujourd'hui à surmonter au lendemain de cette crise. Déjà, on a ce chômage endémique qui est en puissance. Nous avons des défis qui sont liés à l'éducation, des défis qui sont liés à la culture, des défis qui sont liés au civisme, à l'éducation, à l'économie surtout, à la croissance économique. Il faudrait quand même avoir une certaine démarche inclusive qui puisse faire adhérer les jeunes. Est-ce normal dans un pays où nous sommes à une population, où nous sommes à 18 ans d'âge moyen, qu'à l'Assemblée nationale, où nous sommes représentés, qu'il n'y ait qu'une seule parlementaire qui soit âgée de moins de 30 ans? Nous ne sommes pas représentés dans les instances de prise de décision. Nous ne sommes pas représentés dans certaines décisions qui sont prises par l'État du Sénégal. Il doit y avoir une démarche inclusive de tous ces acteurs, que les jeunes puissent avoir leur mot à dire au lendemain de cette pandémie de Covid-19, que nos autorités assument leurs responsabilités et aujourd'hui acceptent leurs échecs. Il y a eu beaucoup de failles envers cette jeunesse, et que la jeunesse elle-même soit consciente que c'est le potentiel puissant qui peut offrir à notre pays, le Sénégal, une place de choix au concert des grandes nations. Vous avez parlé de chômage endémique, l'emploi des jeunes au Sénégal. Le gouvernement, pourtant, il défend un bilan qu'il présente comme reluisant à ce propos. Une partie de l'opinion estime le contraire. Quelle est, votre conviction sur les politiques que l'État sénégalais a initiées depuis plusieurs années et que les choses semblent rester en l'état? Chaque président nous présente un nouveau plan. Nous avons eu le plan Gohana, nous avons eu l'ANPEJ, nous avons eu l'ADER. Mais si aujourd'hui nous n'avons pas des mesures d'accompagnement efficaces pour aujourd'hui encadrer
tous ces projets, toutes ces initiatives qui sont prises par le chef de l'État, je suis désolée, mais il serait très difficile qu'on aperçoive le bout du tunnel. Juste un exemple, je suis juriste de formation. Des milliers d'étudiants sortent de nos facultés de droit. Parallèlement, nous n'avons que 300 magistrats pour 16 millions de Sénégalais. Il est très difficile aujourd'hui pour passer à un concours à l'ENA. Et encore, dans nos prisons, aujourd'hui, des gens croupissent, des milliers de prisonniers croupissent pour des lenteurs administratives. Nous avons cette grève aujourd'hui de nos acteurs judiciaires. Il y a une carence du point de vue... Des ressources humaines, effectivement, du point de vue des ressources humaines. Et aujourd'hui, ça rejoint le chômage endémique. C'est juste un exemple que je vous donne, qu'aujourd'hui, une des autres facultés, aujourd'hui, qui regorge de milliers d'étudiants qui aujourd'hui sortent sans... Alors, le gouvernement, donc, qui ne travaille pas bien pour l'emploi des jeunes, ça constitue alors un gros frein au leadership des jeunes, n'est-ce pas? Oui, mais je pense que l'État, certes, a un rôle à jouer, mais également les jeunes. Nous n'avons pas besoin qu'on nous donne nos droits. À mon avis, c'est à ces jeunes d'aller envahir les institutions, d'aller s'insérer dans la société civile, dans les partis politiques pour aujourd'hui faire entendre leur voix. Aujourd'hui, chaque jeune doit s'impliquer dans les questions liées à la République, dans les questions liées aux questions de politique publique, que chacun puisse s'impliquer de manière effective. Le leadership des jeunes ne doit pas être qu'institutionnel et politique, il doit être aussi économique surtout, et social par extension. Oui, vous savez, récemment, durant cette pandémie de Covid-19, nous avons noté cette innovation de la part des jeunes. Et ceci dans plusieurs universités. Chacun aujourd'hui a apporté sa touche du point de vue, certains ont été dans la fabrication de gel hydroalcoolique, d'autres dans des machines, etc. Donc je me dis que nous ne sommes pas orphelins aujourd'hui de jeunes qui puissent être capables d'être au devant de la scène. Nous avons une bonne crème qui aujourd'hui peut beaucoup participer à plusieurs politiques. Mais malheureusement, est-ce qu'aujourd'hui, ceux-là s'offrent cette place, mais aussi est-ce qu'ils se sont fait offrir cette place? C'est-à-dire, est-ce que l'État du Sénégal joue son rôle aujourd'hui de faire impliquer ces jeunes? Mettre à la disposition des jeunes les instruments pour justement éclore économiquement. Tout à fait, qu'on puisse les accompagner. Parce que quand même, en mettant en place, par exemple, une start-up, il y a un bon nombre de choses à valider. Il y a quand même un business model à mettre en place, un business plan, qu'on puisse définir, j'investis dans ça, et voilà ce dans quoi j'entre, et puis voilà, qu'il puisse y avoir des mesures d'accompagnement efficaces pour accompagner ces derniers. Oui. Un allègement des procédures, c'est ce que vous voulez dire? Tout à fait. Et les femmes? La femme sénégalaise est-elle économiquement et socialement épanouie à vos yeux? Alors, au Sénégal, il y a eu quand même des avancées, et ceci depuis plusieurs années. Nous avons récemment voté la criminalisation du viol au Sénégal. Par contre, il ne s'agira pas seulement de ratifier. Vous le savez, le Sénégal a ratifié toutes les conventions internationales en rapport avec les droits des femmes et des filles. Maintenant, le problème se pose à deux niveaux. Du point de vue de l'uniformisation de ces instruments juridiques internationaux avec nos lois nationales, mais également de l'application effective. Le viol, quand il était au stade d'un délit, c'était tout un souci pour que nos magistrats appliquent les peines à la hauteur des actes. Il est arrivé dans ce tribunal qu'on applique, malgré l'existence des circonstances aggravantes, qui est prise en compte par l'article 321 du Code pénal, qu'on applique 6 mois de sursis à un prédateur sexuel. Et c'est dommage parce qu'on pense beaucoup plus à l'auteur de l'acte qu'à la victime, et le viol a des conséquences psychotraumatiques. Il faut qu'on revienne également sur ce bon nombre de choses, et c'est également les mesures d'accompagnement efficaces. Nous sommes arrivés au stade de la criminalisation du viol, c'est à saluer. Maintenant, à nos magistrats d'aider et d'appliquer ces peines de manière effective. Une autre avancée, nous avons voté la parité, quoique moi, personnellement, je prône beaucoup plus la compétence au détriment de la parité. Est-ce qu'il va falloir élire des femmes pour, assurer une certaine équité, une égalité? À mon avis, je ne partage pas trop cela, mais quand même c'est une avancée que les femmes puissent s'exprimer dans certaines instances de prise de décision. Une autre avancée, on constate que à la tête de nos institutions, nous avons Madame Aminata Mbengue Ndiaye, qui aujourd'hui est la présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales. Nous avons Madame Aminata Touré, qui a remplacé Madame Aminata Tall. Et donc, c'est des avancées. On constate qu'aujourd'hui, la femme s'impose. Son leadership féminin est davantage pris en compte. Par contre, du point de vue
des reculs, je pense qu'il y a un complexe aujourd'hui qui se pose. Les femmes ne doivent pas attendre qu'on leur donne leurs droits. Elles doivent aller chercher ceci, qu'elles puissent s'imposer. Vous parlez du viol, la loi qui criminalise le viol. Des spécialistes ont également critiqué cette loi en lui trouvant beaucoup de limites. Parfois, l'établissement de la preuve qu'une personne a violé un mineur ou une mineure sont très difficiles l'établissement de la culpabilité, la preuve matérielle, parfois c'est limite. Alors, je pense que de ce point de vue, l'article 320 qui définit le viol est très clair. Qui est défini comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne par menace, violence, contrainte ou surprise, est constitué de viol. Et à mon avis, à la réunion de tous ces éléments, il n'y a pas de quoi chercher midi à 14h, bien qu'il serait très difficile pour établir la preuve, c'est le problème fondamental. Est-ce qu'il va falloir incriminer une personne pour une peine de 20 ans aujourd'hui, alors qu'on n'a pas toutes les preuves qui sont réunies? Et je pense qu'aujourd'hui, il doit y avoir une politique sanitaire qui doit aller dans ce sens. Parce qu'il est très difficile d'établir un test ADN, ça prend du temps. Est-ce qu'il va falloir faire tout ceci au détriment de la liberté, de la dignité de cette personne qui est incriminée? Mystère et boule de gomme. Et je pense qu'aujourd'hui, il doit y avoir... c'est dans les mesures d'accompagnement, comme je le disais tantôt. Oui. Vous êtes présidente de l'association Wallo, justement, qui s'occupe de ces questions de viol. L'association Wallo qui a pour mission de prendre en charge les victimes du viol au triple plan médical, judiciaire et psychologique. Quelle est aujourd'hui la situation du phénomène dans le pays, si vous disposez de chiffres, d'évaluation? Alors, en 3 ans, on a eu 4639 cas de viol, sans pour autant compter ceux qui sont inhibés par le sutura et le masla. Il ne faudrait pas qu'on se voile la face, nous sommes au Sénégal, nous avons certaines réalités socioculturelles. Par contre, il faudrait quand même davantage cultiver la dénonciation. Parce que l'impunité, quand même, ça existe dans nos sociétés traditionnelles. Le masla, je me dis, c'est pas du masla, c'est du nup-nup. Il faudrait qu'on se dise les choses telles qu'elles sont. Et à mon avis, il faudrait penser aux conséquences psychotraumatiques, aux cas d'inceste qui aujourd'hui existent dans nos familles. Il faudrait quand même inciter les gens à la dénonciation. Votre association, justement, l'association Wallo, que vous dirigez, va mettre sur pied un dispositif d'alerte pour empêcher ces cas de viol. Comment comptez-vous faire ? Alors, la mission de Wallo est de participer à la contribution et de participer à la protection des droits de l'homme de manière générale et de manière particulière à celle des filles et des femmes. Et pour ce faire, nous travaillons sur la mise en place d'un dispositif d'alerte qui, à la base, était couplé à une application mobile. Et puis, à chaque fois qu'on participait à certains forums, au plan national et international, la question qui revenait, c'est est-ce que votre dispositif serait accessible au monde rural ? Parce que quand même, ils sont très touchés du point de vue des violences basées sur le genre. Et puis après, on s'est dit, bon, on va rendre ce dispositif assez autonome. Sans connexion, sans smartphone, on pourrait s'en servir. Et en un clic, on alerte les organes de sécurité, à savoir les ASP, la gendarmerie nationale, la police, à travers un système GPS de localisation. À la minute, ils pourront réagir. Est-ce que le projet, il avance ? Oui, il avance de manière générale, mais nous avons d'ailleurs reçu récemment le premier prix de l'innovation technologique dans la gestion et la prévention de la violence. Nous avions également participé au concours de la Sonatel, donc c'est des concours auxquels nous participons qui aujourd'hui peuvent nous galvaniser. Et puis voilà, nous sommes dans cette dynamique de le renforcer davantage, qu'il puisse être accessible à tout le monde et qu'on puisse être entendu. À l'occasion, Gaël Babacar Mbaye, à l'occasion de ses 75 ans, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, donne la parole aux jeunes du monde entier sur l'avenir qu'ils souhaitent pour leur pays et pour toute la planète. Vous faites partie de ces jeunes qui vont intervenir sur cette plateforme de l'ONU. Qu'allez-vous dire là-bas ? D'abord, nous porterons le drapeau du Sénégal dans cette grande sphère internationale. Et je pense qu'aujourd'hui, nous mettrons en œuvre nos compétences, nos expériences pour offrir à ce pays, au continent africain de manière générale, une place de choix au concert de ces grandes puissances. Nous avons beaucoup de défis
à relever du point de vue économique, du point de vue des droits des femmes et des filles, des jeunes. Et c'est plusieurs objectifs de développement durable, les ODD, sur lesquels il va falloir nous prononcer. Quelles sont nos priorités en cette situation de pandémie, de Covid-19? Quels sont les défis, cette crise sanitaire, la crise sécuritaire, la présence des djihadistes, etc. Et je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir, mais voilà. Vous avez déjà commencé ce travail-là, vous parlez des ODD. Vous avez été nommé en juin dernier secrétaire général de l'ONG Africa 21, prononciation en français ou en anglais. Africa 21. Africa 21, c'est un think tank basé à Genève dont la mission est de promouvoir justement les objectifs de développement durable. Nous sommes dans ce même sillage. Les objectifs de développement durable reviennent sur des questions de santé, sur des questions de politique publique, des questions liées à l'eau potable, des questions liées à l'accès à la justice, des questions liées à une sécurité, des questions liées aux droits des femmes, à leur respect. C'est dans tout ceci, les droits de l'homme de manière générale. Les ONG et les autres associations qui se battent pour un bien-être des populations africaines, quand aujourd'hui en 2020, on est encore là à lutter pour l'accès à l'eau potable, aux services de base, c'est un problème. C'est un grand problème. À mon avis, nous avons un problème de priorité. Nos dirigeants africains doivent beaucoup plus penser aux politiques publiques qui sont mises en place et investir davantage sur les services sociaux de base. Le terre, par exemple. Je suis désolée, mais il y a d'autres problèmes qui devaient être réglés. Et ceci depuis des décennies. Les questions liées à la santé, des questions liées à l'éducation, liées à l'accès à l'eau potable. Je pense que c'est le minimum quand même pour un État. C'est le minimum pour la population et il faudrait même aller dans certaines contrées du pays pour savoir qu'aujourd'hui, nous n'avons pas perçu le bout du tunnel concernant ces services sociaux de base. Et maintenant, Gaël Babacar Mbaye, l'actualité dans le voisinage du Sénégal, le Mali d'abord. Votre regard sur le coup d'État et la démission forcée du président Ibrahim Boubacar Keïta? Alors, j'ai l'impression que nous sommes en train de retourner en 2011 en alliant deux crises. Une crise institutionnelle politique dans la capitale et une crise sécuritaire dans le nord et le centre du Mali. Et ce même cocktail nous a été servi en 2011. On se rappelle, et ça a quand même eu des impacts dans la sous-région. On se rappelle de l'attaque du Grand Bassam le 13 mars 2016. On se rappelle également de l'attaque à Ouagadougou et qui a fait aujourd'hui du Burkina Faso l'épicentre de cette crise sécuritaire. N'oublions pas également les crises internes, les crises ethniques. Je pense que prendre les armes contre ce pays qui est déjà en guerre du point de vue interne serait quand même une absurdité. Il faudrait aider le Mali à se relever. Aider le Mali aujourd'hui à assurer son intégrité territoire, aider le Mali à une convergence des idées, aider le Mali aujourd'hui à s'affirmer davantage du point de vue économique, parce que quand même le Mali joue un rôle important dans l'économie sénégalaise et dans toutes les économies aujourd'hui de ces pays qui lui sont frontaliers. Alors que pensez-vous de la réaction de la CEDEAO sur cette crise malienne ? Je pense qu'il faudrait saluer le leadership de l'État du Sénégal qui aujourd'hui a repensé à cette économie, qui repense aujourd'hui à l'avenir de ce pays. Il ne faudrait pas prendre les armes contre le Mali. C'est la population qui aujourd'hui a besoin de notre aide. La CEDEAO doit être la CEDEAO pour les peuples et non contre les peuples. Il doit y avoir cette fusion entre les décisions qui sont prises par cette organisation et le peuple malien. Il y a quand même un coup d'État. Il fallait être ferme. On ne peut pas valider un coup d'État. Est-ce qu'on ne peut pas faire cette concession à la CEDEAO ? Oui, mais il y a quand même eu beaucoup de coups d'État en Afrique. Il faudrait penser aux conséquences économiques, penser aux conséquences sociales. Le Mali a besoin qu'on prenne les armes avec elle pour combattre d'autres guerres aujourd'hui qui sont à l'interne. La Guinée et la Côte d'Ivoire et les tensions autour des candidatures d'Alpha Condé et d'Alassane Ouattara pour un troisième mandat présidentiel, avec même déjà des manifestations meurtrières en Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, je dois avouer que ça a été quand même une surprise.
pour les analystes et les blogueurs d'entendre le président Alassane Dramane Ouattara porter une troisième candidature pour les prochaines élections. À mon avis, ce n'est ni juridiquement acceptable, ni socialement tolérable, ni politiquement élégant. Babacar, nous avons besoin de gentlemen politiques. Mais au-delà de la Côte d'Ivoire, il faut avoir une analyse plus holistique de cette question du mandat présidentiel en Afrique, notamment dans les pays francophones. En Afrique centrale, le tripatouillage de la Constitution s'est rythmé à la vie politique et quand même devenu maintenant une affaire bien normale. Et les arguments qui sont avancés par le président Alassane Dramane Ouattara sont vraisemblablement les mêmes en Guinée et aujourd'hui au Sénégal. Il faudrait préciser quand même que cette pratique malsaine résulte de plusieurs facteurs. Nous avons cette constitution qui est aujourd'hui interprétée à la guise de tout un chacun aujourd'hui et de manière très malsaine. Et je pense qu'aujourd'hui qu'il faudrait encore repenser à la rédaction de notre constitution, de nos textes juridiques. Et la Guinée, Alpha Condé, les problèmes de démocratie qui se généralisent sur le continent. Et dans cette façade ouest, vous parliez tout à l'heure d'insécurité au Nord Mali et ses répercussions jusqu'à Ouagadougou, dans d'autres parties du Burkina Faso, alliées à des crises politiques, ça fait un cocktail assez dangereux, non? C'est une catastrophe d'allier plusieurs mots, tels que la corruption, tels que la mauvaise gestion de nos deniers publics, de nos ressources financières, les alliés à des crises internes, les alliés également à cette situation de Covid-19, à mon avis, il faudrait avoir certaines valeurs. Ça ira au-delà des questions juridiques et des questions aujourd'hui politiques et républicaines. C'est une question d'éthique. C'est une question de valeurs morales qui aujourd'hui doivent gouverner nos dirigeants politiques, nos dirigeants africains. La démocratie, à mon avis, c'est le potentiel puissant aujourd'hui pour s'offrir quand même un bon nombre de choses. On va parler de la Mauritanie avec l'ancien président Aziz placé en garde à vue pendant plusieurs jours à la police financière. Cette guerre entre le président Aziz et son successeur, le président Razouani, quelle est votre lecture de la situation politique à Nouakchott? Pour ce cas précis, espérons juste que ça ne soit pas un règlement de compte. Mais la leçon qu'il faudrait en tirer, c'est que deux principes fondamentaux doivent diriger la gestion de nos ressources et nos deniers publics. La transparence et la redevabilité. En termes clairs, le citoyen doit être consulté, il doit être renseigné sur l'utilisation du plus petit centime public. Et cette utilisation ne doit servir qu'aujourd'hui qu'au peuple. Et à mon avis, elle devrait servir de leçon, cette situation devrait servir de leçon à nos dirigeants politiques, qu'importe leur rang aujourd'hui au sein de ces institutions étatiques. Il n'y a pas pire héritage, à mon avis, pour un chef d'État d'être traîné dans la boue pour des questions de corruption, pour des questions de détournement des deniers publics dans nos pays quand même à très maigres ressources. Oui, il faut qu'on parle du Sénégal dans ces crises de démocratie dans la sous-région. Ses intentions prêtées à Macky Sall, lui aussi, de vouloir se maintenir au pouvoir, vous y croyez? Nos dirigeants doivent quand même être redevables envers les peuples. Aujourd'hui, le chef de l'État, le voir poser une troisième candidature, ce ne serait ni juridiquement tolérable, à mon avis, ni socialement concevable. À mon avis, il doit y avoir quand même certaines valeurs qui doivent gouverner nos dirigeants politiques. Et je l'ai dit tantôt, que ce soit pour le président Macky Sall, que ce soit pour les autres dirigeants de la sous-région, ils doivent quand même savoir que quand il faut partir, il faut savoir partir et faire placer le flambeau. En attendant, il faut vaincre la pandémie de Covid-19. C'était un sujet principal dans cette émission-là. La question, c'est l'Afrique dont on parle là à l'instant. Quelle leçon elle doit tirer de cette crise sanitaire? Vous avez dû remarquer l'état des structures de santé du Sénégal. Vous vous dites quoi quand vous avez vu tout ça, les défaillances sur le plan technique et sur le plan des ressources humaines? C'est quand même déplorable. Nous avons un plateau médical défaillant et je pense que c'est quand même triste pour un État
qu'on puisse avoir certaines carences du point de vue des lits d'hôpitaux, du point de vue de certaines prédispositions aujourd'hui pour offrir certains services sociaux de base à sa population. Le professeur Moussa Seydi, le patron du service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann de Dakar, avec qui vous partagez ce réseau, le REVOCAP, c'est lui qui dirige le pôle santé. Comment vous le trouvez contesté parfois dans sa démarche, dans sa communication? Qui est cet homme pour vous? Alors, je pense qu'il faudrait écouter nos virologues, nos médecins, qui quand même ont été les premiers soldats, qui ont été au devant de la scène dans cette guerre, dans cette lutte contre cette pandémie de Covid-19. Je pense qu'il y a quand même un effort qui est en train d'être fait. Il y a certaines initiatives qui ne peuvent être prises sans leur accord, sans plutôt leur avis, leur opinion. Mais je pense qu'il faudrait quand même beaucoup plus la prendre en compte dans certaines initiatives qui sont prises par le chef de l'État. On va parler famille, Gaël Babacar Mbaye, maintenant dans cette émission du grand jury de RFM. Ce virus de l'esprit associatif, esprit militant, l'avez-vous hérité de votre père, feu Pape Babacar Mbaye, qui fut ministre et député du Parti socialiste? Alors, les Sénégalais disent très souvent « Kewel du Top, Dom Djebut ». Je ne sais pas si je vais devoir le leur concéder ou valider un tel propos, mais en tout cas, je peux dire quand même que j'ai toujours été galvanisée par une fibre patriotique et citoyenne. Je suis passionnée de services communautaires. Je ne sais pas si je l'ai hérité ou pas, mais quand même, je suis dans la société civile. Très souvent, on me dit « Mais pourquoi tu ne t'insères pas dans un parti politique ?» À mon avis, nous avons cette ambition d'offrir à notre pays une place de choix au concert des grandes nations. Maintenant, que ça soit dans un parti politique, que ça soit dans la société civile, que ça soit dans un mouvement syndical, nous mettrons en œuvre nos expériences, nos compétences. Et au moment opportun, quand il va falloir décider de cela, nous assumerons pleinement nos responsabilités. Parce que quand même, je pense que les partis politiques sont là et nous avons quand même cette ambition de servir à notre communauté. Alors, quand votre père disparaissait, vous étiez très, très jeune. Je ne l'ai pas connu. Vous ne l'avez pas connu. Vous lui avez rendu hommage sur votre page Facebook au dernier anniversaire de sa disparition. Qu'est-ce que vous pensez de lui, de sa carrière, de sa trajectoire? Alors, comme vous l'avez dit tantôt, je n'ai pas connu mon papa. Et je l'ai connu grâce à certains témoignages. Il m'arrive parfois de rencontrer certaines personnes. Quand ils me disent « Waouh, tu as la même tête que ton père ». Et quand ils lisent Gaël Babacar Mbaye, ils me disent « Oui, vous êtes la fille de ». Je ne dirais pas que ça me dérange, mais quand même, j'aimerais bien m'affirmer en tant que Gaël. Et je sais qu'aujourd'hui, papa serait extrêmement fier de voir que sa fille s'est engagée du point de vue communautaire. Je l'ai connu grâce à certains membres de partis politiques. Appartenant à toutes les obédiences politiques, dans tous les partis, que ce soit de l'opposition, du régime, qui quand même ont été là pour me faire connaître mon papa. Et en écrivant ce texte sur ma page Facebook, en toute franchise, j'ai pris mon téléphone comme ça et j'ai écrit. De manière très naturelle, les idées me venaient, puis après j'écrivais. Et après, quand même, j'ai été très surprise de l'ampleur. Ça a été à la une de certains journaux, ça a fait la une de certains sites sur Internet. Et quand même, j'étais très surprise de cet impact. Mais quand même, je suis très fière de cet homme qui aujourd'hui a quand même eu à laisser des empreintes dans ce pays. Et je le dis de manière très humble. Je pense que je ferai tout quand même pour aller au-delà de son engagement. C'était très jeune, mais un des pontes du parti au pouvoir, le PS, même après que Abdou Diouf a quitté la présidence de la République, il est resté au PS, un grand responsable de ce parti. Vous suivez ses pas peut-être, même si vous voulez être Gaël d'abord, avant d'être autre chose. Envisagez-vous, vous l'avez effleuré tout à l'heure, envisagez-vous de faire de la politique un jour, et ce serait où? Au PS? Pour le moment, nous sommes dans une quête incessante du savoir et de la recherche. Je suis toujours étudiante et je compte apprendre durant toute ma vie. Par contre, au moment opportun, quand il s'agira de repenser à une appartenance politique, je pense que nous assumerons pleinement nos responsabilités. Que ça soit dans le Parti socialiste ou dans un autre parti, nous le ferons avec beaucoup d'engagement. Que pensez-vous du Parti socialiste aujourd'hui, le parti de feu, votre père,
dont le secrétaire général Ousmane Tanor Dieng nous a également quittés il y a plus d'un an. Vous êtes proche de Khalifa Sall parce que vous portez d'ailleurs le nom de sa femme, Gaëlle. La situation de Khalifa Sall et du Parti socialiste? Alors, c'est une situation à déplorer. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes politiques, que ce soit le président Senghor, que ce soit feu Papa Babacar Mbaye, que ce soit feu Ousmane Tanor Dieng, ils se retourneront à mon avis dans leur tombe quand ils verront cette situation. À mon avis, le Parti socialiste doit aller dans une dynamique aujourd'hui de cohésion, de faire adhérer tous les bords. Nous sommes arrivés à un stade où nous ne sommes pas à un niveau de division. Il nous faut une union de toutes les forces, et ceci avec une démarche inclusive, en incluant les jeunes, qu'ils puissent aujourd'hui jouer un rôle face à cet essor qu'aujourd'hui que doit jouer quand même le Parti socialiste, qui est quand même un grand parti, qui fait partie des grands partis, des premiers partis de ce pays. Et je pense qu'aujourd'hui, ils doivent aller à la conquête du pouvoir comme tous les partis politiques, parce que quand même tel est le rôle d'une telle structure. Alors, pour vous, le PS, il doit avoir un candidat à la prochaine présidentielle en 2024. Tout parti politique doit aller à la quête aujourd'hui du pouvoir. S'agissant du Parti socialiste, je pense qu'il faudrait quand même qu'on puisse oublier en quelque sorte nos particularités et s'intéresser à l'intérêt général. Nous avons une vision, nous avons une conviction, enfin ils ont une vision, ils ont une conviction qu'ils puissent aller dans cette dynamique et se dévêtir de certains préjugés et quand même oublier le passé. Ce qui est fait a déjà été fait, il y a quand même eu des injustices, il ne faudrait pas qu'on se taise là-dessus. Je ne parlerai pas de Khalifa Sall aujourd'hui, mais de l'individu de manière générale. Une confidence, je me suis inscrite en droit parce que j'ai assisté pour une première fois à un procès. À la base, j'avais opté pour les sciences politiques et les relations internationales. Mais quand j'ai participé à un procès, j'ai constaté quand même qu'il y avait des injustices et que cet individu subissait un procès inéquitable. Nous avons vu les organisations internationales qui remettaient en cause les décisions qui ont été prises par nos tribunaux, par nos cours et tribunaux. J'ai été quand même galvanisée. Je me suis dit, j'ai mon rôle à jouer aujourd'hui dans ce temple de Thémis. Et aujourd'hui, malgré les injustices qu'il a subies, il s'est prononcé en disant qu'il laisserait tout ceci et qu'il ne regarderait pas son rétroviseur. C'est très bien, mais maintenant qu'on puisse penser à l'avenir de ce parti. C'est un grand parti, au Parti socialiste, qu'on puisse revenir sur un bon nombre de choses, qu'on puisse revenir sur cette personne qui aujourd'hui ira à la conquête du pouvoir. Et il est temps, et je pense que c'est un impératif pour que le Parti socialiste ait un candidat aux prochaines élections présidentielles. Qui pour ça au PS actuellement? Je pense qu'il y a les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut. Il leur faut juste une discussion, qu'ils puissent délaisser leurs envies, qu'ils puissent délaisser en quelque sorte tous ces préjugés et tout ce qui s'est passé, qu'ils puissent aujourd'hui mettre au devant la rose du Parti socialiste. Khalifa Sall doit-il être le candidat du PS en 2024, à votre avis? Qu'il soit le candidat du Parti socialiste ou d'un autre parti, je suis convaincue qu'il aurait les compétences et les capacités requises et surtout une expérience, parce qu'il a quand même un parcours du point de vue national et international. Je pense qu'aujourd'hui, il pourrait s'offrir une place dans cette lutte, dans cette conquête du pouvoir. Il faudra peut-être avant une réconciliation de toute la famille PS. Vous y croyez? Est-ce que c'est possible? J'y crois. J'y crois j'y crois parce que je me dis, en délaissant tout ceci, ils ont quand même toute cette ambition aujourd'hui d'offrir à leur pays cette place de choix, d'offrir à cette population aujourd'hui de percevoir le bout du tunnel concernant leur émergence et aujourd'hui se prononcer sur un bon nombre de choses. Nous avons des personnes compétentes, d'ailleurs le gouvernement regorge de certains socialistes et aujourd'hui ils ont les compétences requises pour se faire une place dans cette sphère étatique. Et je suis convaincue que le Parti socialiste irait très bien à cette conquête du pouvoir, à cette conquête des élections présidentielles en 2024. Enfin, nous l'espérons bien que ça se passe en 2024. Dans la famille de feu Papa Babacar Mbaye, votre père, ses enfants, vous donnez la réserve de réfléchir à militer dans un parti politique, on verra. Vous avez déjà deux frères qui portent le nom d'anciens présidents, Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf. Ils sont différents de vous. Eux, ils ont pris goût à la chose politique, non? Alors, l'aîné Léopold, c'est quand même
investi du point de vue politique. Quand il y a eu la détention de Khalifa Ababacar Sall, il a quand même dirigé les 1000 jeunes pour sa libération et il a quand même été dans le Parti socialiste avant qu'il y ait eu cette division et il est toujours dans le Parti socialiste. S'agissant de Abdou Diouf, il est très jeune, c'est mon petit frère et voilà, il n'est pas trop politique. Donc je pense que c'est le seul à être dans la politique. Merci Gaël Babacar Mbaye d'être passé devant le grand jury de RFM. Il a fallu l'aval de votre mère. Nous la remercions de vous avoir autorisé à venir dans cette émission. Merci à Abdou et Khadim qui étaient à la régie. Merci à Maggie. Restez avec nous, les programmes continuent. À dimanche prochain pour un autre numéro du grand jury de RFM. Bonne fin de semaine.